Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de cette édition. Le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio, est au Maroc pour prendre part à la 11e conférence de l'Association des Sénats, Choura et Conseil équivalent de l'Afrique et du monde arabe. Ce samedi, deuxième jour de la rencontre, il a présenté une communication sur le rôle des Sénats dans le renforcement de la coopération Sud-Sud. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement accentue la lutte contre la vie chère. Des mesures ont été prises pour éviter l'impact sur le coût de la vie, notamment le plafonnement sur une période de 3 mois de certains produits de grande consommation. Mais qu'en pensent les populations? Élément de réponse tout à l'heure. La CAN 2023 approche à grands pas et la Côte d'Ivoire, qui abrite la compétition, entend réussir l'organisation. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchakba, est allé voir les installations de San Pedro, l'une des villes retenues pour les phases finales de cette CAN. Il appelle au renforcement en urgence des installations hydrauliques pour une meilleure organisation. Et c'est reparti pour le Massa. Le top départ de la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a été donné ce samedi en présence du Premier ministre Patrick Kachi. Les festivités auront lieu du 5 au 12 mars. Artistes, professionnels des médias, experts de l'économie numérique, opérateurs culturels plancheront sur les industries créatives, le défi des contenus. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Nous parlerons cinéma à la page culture. À l'affiche ce soir, le 7e art guinéen. Nous faisons une lucarne sur une femme cinéaste, Fatoumata Kandé, actrice, productrice, réalisatrice, sénatrice guinéenne, propose son deuxième film, Vivre pour t'aimer après le régime défense. C'est une histoire d'amour entre un riche atteint du cancer, handicapé et une aide soignante. Vivre pour t'aimer vient d'être projeté justement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et Fatoumata Kandé veut conquérir le public ivoirien, hisser surtout le 7e art guinéen au sommet. Bonsoir Fatoumata Kandé. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Et on dit chez nous à Kouaba. Et on dit chez nous Ontanara. Alors, vous venez de présenter aux Ivoiriens Vivre pour t'aimer, c'est votre deuxième film. Alors, comment ont-ils répondu, les Ivoiriens? Vivre pour t'aimer, déjà, comme vous venez de le dire, c'est un film d'amour. Donc, vous pouvez imaginer un peu, nous aimons tous ce qui a trait aux films d'amour, aux histoires vraiment qui font rêver. Donc, c'est un film qui propulse carrément, qui est c'est-à-dire avec une histoire très émouvante, qui carrément vous tiendra en haleine pendant 1h40, ça je vous le promets. Et vous allez justement nous tenir en haleine. On va se retrouver dans une trentaine de minutes dans la page culture. À tout à l'heure, vous restez pour le moment avec nous. On va voir le Massa qui repart pour de bon et le top départ de la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a été donné aujourd'hui même en présence du Premier ministre Patrick Kachi. Les festivités, je rappelle, auront lieu du 5 au 12 mars 2022. Artistes, professionnels des médias, experts de l'économie numérique, opérateurs culturels plancheront sur les industries créatives, le défi des contenus et sachez que plusieurs pays y participeront. Le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio, lui, il est au Maroc pour prendre part à la 11e conférence de l'Association des Sénats, Choura et Conseil équivalent de l'Afrique et du monde arabe. Aujourd'hui, deuxième jour de la rencontre, il a présenté une communication sur le rôle des Sénats dans le renforcement de la coopération Sud-Sud. Herman Guivier est notre envoyé spécial. Deuxième jour de la 11e conférence de l'Association des Sénats Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe au Maroc. Au menu de cette journée pour le président du Sénat ivoirien, Ahoussou-Kouadio Jeannot, une adresse au pupitre du Parlement marocain et une audience. Mais avant, place aux interventions qui se tiennent depuis l'ouverture de cette conférence, où visions et propositions fusent de part et d'autre. L'énigme à résoudre reste sans aucun doute les meilleures voies et moyens à engager en vue du renforcement de la coopération Sud-Sud. Et dans la quête de ces voies et moyens, ils sont nombreux à intervenir, tant au pupitre du Parlement marocain qu'en visioconférence, afin de marquer leur engagement et leur disponibilité à soutenir toute initiative permettant d'atteindre l'objectif escompté. Mentionner haut fort la nécessité de continuer à tenir de telles réunions telles qu'aujourd'hui pour nous permettre justement d'une manière ou d'une autre de contribuer au développement de nos pays respectifs autant qu'ils sont. Nos pays représentent la moitié des membres du système onusien. Nous pouvons
mobiliser toutes ses potentialités pour faire de nos pays une force géopolitique respectable au plan international, dont la voix sera entendue dans les forums internationaux. Et justement, comment les Sénats Choura et conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe peuvent contribuer au renforcement de cette coopération? Le président du Sénat ivoirien, Oussou Kwadio-Jano, formule ses propositions. Les Sénats Choura et conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe peuvent interréagir en aidant le gouvernement dans la prise de décision. Ainsi, nos assemblées parlementaires doivent créer un cadre de concertation, une sorte de benchmarking pour faciliter les analyses comparatives et améliorer le cadre législatif afin d'atteindre cet objectif. Dans cette optique, notre recommandation est que la conférence de l'Association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe envisage la mise en place d'une commission qui sera chargée de réfléchir sur les stratégies devant permettre la levée des blocages dans les échanges entre les pays africains, arabes et de l'Amérique latine. Je vous remercie. Et c'est au tour de la Jordanie de monter au pupitre pour ses propositions. Les différentes contributions enregistrées devraient pouvoir offrir un champ plus ouvert à la réflexion. Elles pourraient servir de socle à la proposition de nouvelles résolutions au terme de cette conférence. Et en marge de cette mission à Rabat au Maroc, dans le cadre de la 11e conférence de l'Association des Sénats Choura, Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, le président du Sénat ivoirien, Oussou Kwadio-Jano, a été reçu en audience par le président de la CECA. La coopération entre les deux institutions a été évoquée. Je rappelle que ce samedi, deuxième jour de la rencontre, comme vous l'avez vu sur ces images, Jano Kwadio-Oussou a présenté une communication sur le rôle des Sénats dans le renforcement de la coopération sud-sud. Et ici, en Côte d'Ivoire, dans notre pays, on retrouve les manches contre la vie chère. Le gouvernement, justement, accentue la lutte. Des mesures ont été prises pour soulager les populations, et notamment la subvention partielle des prix des produits pétroliers pour éviter l'impact sur le coût de la vie, le plafonnement sur une période de 3 mois de certains produits de grande consommation. Mais qu'en pensent au juste les consommateurs? Élément de réponse avec Jean Magaki. Les prix du pétrole brut doublent en 6 mois et franchissent la barre des $100 à fin février, début mars 2022. Le retard des pluies qui entraîne une perturbation du calendrier agricole, impliquant une insuffisance de l'offre des produits vivriers locaux. Conséquence, la hausse des prix sur les marchés et un impact considérable sur le pouvoir d'achat des populations. 9 mesures fortes pour préserver le pouvoir d'achat des ménages sont prises par le gouvernement. Au nombre d'entre elles, ces dispositions. Subvention partielle des prix des produits pétroliers, notamment le gasoil, pour éviter l'impact sur le coût de la vie, pour un montant d'environ 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022. 2. Plafonnement sur une période de 3 mois des prix de l'huile de palme raffinée, du sucre, du lait, du riz, de la tomate concentrée, de la viande de bœuf et des pâtes alimentaires. 3. Élargissement de la liste des produits de grande consommation et services dont les prix sont réglementés. Les citoyens au parfum du communiqué lu par le ministre du Commerce et de l'Industrie se prononcent. Je pense que face à cette inflation, je veux dire augmentation du niveau général des prix sur la planète, la Côte d'Ivoire a pris des mesures. On parlerait tout à l'heure de 55 milliards de francs CFA en ce qui concerne donc les produits pétroliers, mais également des mesures internes pour plafonner les prix en ce qui concerne les denrées de première nécessité. Je pense que ce sont des mesures salutaires. Tout ce que moi je peux dire, c'est déjà merci au gouvernement pour ces mesures prises. Et je pense que cela pourra quand même faciliter aussi la vie dans les ménages. Les consommateurs espèrent à la longue en une baisse de l'inflation et un retour à la normalité. Face aux nouvelles décisions de l'État, ils font des propositions. Vous, le gouvernement, vous pouvez fixer un prix. Mais est-ce qu'il y a des contrôleurs pour vérifier vraiment
si les gens appliquent. Nous, les consommateurs, on peut aller chez les revendeurs. On dit, ah, le gouvernement a fixé un prix. Les gars, ils peuvent se plaindre directement. Ce n'est pas le gouvernement qui paye mon magasin. Le ministre a fait son communiqué hier, qu'il mette à la disposition de la population des agents qui vont par moment circuler, voir vraiment si les prix ont baissé et si ce qui a été dit est respecté. Le gouvernement maintient la veille et poursuit la concertation avec l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre de ces mesures. Les dispositions nécessaires sont de mise pour renforcer l'offre nationale de produits vivriers et de protéines animales et halieutiques. Autre action est saluée par les populations. Il s'agit de l'électrification qui est en marche dans notre pays et le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a récemment procédé à l'électrification des villages de Dibikro et de Broukro. C'est dans le département de Tiasalé. En lieu et place d'une mise sous tension, Thomas Camara a plutôt mis en service des mini-centrales hybrides solaires dont le fonctionnement va permettre de fournir du courant électrique aux habitants des villages bénéficiaires, nous rapporte Mahama Traoré. En donnant de la lumière au village de Broukro, dans le département de Tiasalé, Thomas Camara, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, est doublement heureux. Heureux d'électrifier une localité rurale de plus en Côte d'Ivoire, heureux aussi de mettre en service la mini-centrale solaire hybride qui va alimenter ce village, tout comme celui de Dibikro, autre bourgade du département de Tiasalé. Grâce à ces sources en énergie renouvelable, ces deux localités bénéficient du courant sans être raccordées au réseau électrique national. Les mini-réseaux solaires apparaissent donc comme une voie d'accélération de l'accès à l'énergie pour cette importante frange de la population en zone rurale. Nous assurons l'amélioration de l'accès à l'électricité en Côte d'Ivoire et traduisons en réalité la promesse du président de la République. Nous voulons exprimer notre reconnaissance et notre gratitude au gouvernement ivoirien qui, dans sa politique de développement de notre pays, a décidé que tous les villages soient électrifiés. Les mini-centrales solaires hybrides installées à Broukro et à Dibikro ont été respectivement réalisées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et l'Union européenne. Les deux institutions soutiennent ainsi la politique de transition énergétique engagée par la Côte d'Ivoire. Le pays projette d'atteindre un mix énergétique de 45% d'ici à 2030 dans sa quête de préservation du climat. C'est dans ce contexte de lutte contre le changement climatique, des réductions des émissions de gaz à effet de serre, que l'Europe souhaite promouvoir les énergies renouvelables auprès de ses partenaires. C'est environ pour la Côte d'Ivoire 2 milliards 250 millions de francs CFA qui ont été injectés pour la réalisation de 6 mini-centrales hybrides solaires diesel, y compris les réseaux de distribution et les installations intérieures au profit des ménages. L'objectif du gouvernement, à travers le déploiement du programme national d'électrification rurale, est de mettre sous tension tous les villages de plus de 500 habitants d'ici à fin 2024. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, aussi active sur le terrain, s'est rendue cette semaine à la mairie de Treichville pour apporter des vivres, des non-vivres et un appui financier aux familles touchées par l'effondrement de l'immeuble survenu. Vous vous souvenez, dimanche dernier dans la commune, et ces dons sont estimés à plus de 14 millions de francs CFA. Miss Belmondogo a par ailleurs rassuré les victimes quant à la poursuite des enquêtes afin de situer les responsabilités et faire appliquer la rigueur de la loi. Rally Diomandé et Jeanne Toubé nous expliquent tout. Un don en vivres, non-vivres et numéraire pour soutenir les familles victimes de l'effondrement de l'immeuble de 7 niveaux en construction à Treichville. C'est un élan de solidarité du gouvernement à ces familles encore sous le choc. Dans leur détresse, les victimes évoquent la question de leur logement qui reste leur préoccupation majeure. Nous demandons à nos autorités de tout faire, tout mettre en œuvre pour que d'autres personnes, peu importe le lieu où ils vivent, pour ne pas qu'ils aient à revivre ce genre de drame. De la survenue du drame à ce jour, la municipalité de Treichville apporte assistance aux victimes. François Michia veut compter sur la bonne volonté, notamment les entreprises, en les invitant à s'inscrire
dans cet élan de solidarité. Les frais d'hospitalisation, les frais médicaux ont été pris entièrement en compte par le conseil municipal. Avant-hier et hier, nous avons porté en terre les dépouilles des décédés. Cela également a été pris en compte par le conseil municipal. La mairie a reçu de la CIE pour les victimes des produits de première nécessité un appui financier au nom de cette solidarité. À toutes les victimes touchées par les gestes de soutien, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a réitéré la compassion du gouvernement et sa volonté de situer les responsabilités. Après l'enquête, toujours en cours. Nous sommes aujourd'hui avec vous pour vous apporter la compassion du président de la République. Les responsables seront poursuivis et répondront de l'acte posé. Le gouvernement a pris cette ferme résolution. En attendant les résultats de l'enquête, la mairie de Trècheville, par la voix du premier adjoint au maire de la commune, a indiqué lors d'un point de presse que toutes les habitations contiguës à l'immeuble effondré seront détruites dans un souci de sécurité. Dans la continuité des actions de soutien, un comité de crise a été mis sur pied pour toutes les questions liées à l'assistance des familles sinistrées. Dans l'actualité nationale, notez également que les directeurs généraux et directeurs centraux du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères sont en formation. Ils renforcent leur capacité sur le budget programme pour une meilleure mise en œuvre. Les directeurs généraux et centraux du ministère des Affaires étrangères formés à la mise en œuvre du budget programme. À l'issue de cette session de formation, le contrôleur financier des opérations budgétaires a clarifié les attentes de l'État dans la gestion des financements publics mis à disposition. Le contrôle financier a un rôle de conseiller. Donc pour nous, il s'agit de donner des conseils utiles pour la bonne exécution du budget de l'État. Et je pense que nous aurons un bon taux d'exécution de budget pour l'année 2022. Cette formation a tourné autour de plusieurs thématiques telles que l'élaboration et l'exécution du budget en mode programme et le contrôle des opérations budgétaires. L'engouement que nous avons constaté nous amène à reprogrammer ce type de formation pour que l'ensemble des acteurs de la gestion budgétaire soient formés pour que nous puissions atteindre les performances que Madame la ministre d'État attend de nous. Nous avons un département central, mais la plupart de nos services sont à l'extérieur. Il était bon donc de réunir tout un plateau pour que tous les acteurs soient au même niveau de la formation en matière de gestion des données de l'État. Suite à la nomination de plusieurs directeurs centraux, la direction des affaires financières a jugé nécessaire cette mise à niveau de gestion des finances publiques. Et le commentaire est signé Michel Digré. Ils sont de retour dans le pays et ils sont heureux. 225 Ivoiriens exilés au Ghana viennent de regagner la Côte d'Ivoire après 10 années passées loin de la mère patrie. Une opération de rapatriement volontaire menée conjointement par la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides et le HCR. Heureux donc de regagner leur pays, la Côte d'Ivoire. Ces ex-réfugiés ont traduit leur reconnaissance aux autorités ivoiriennes. Nikez Yao, Moussa Konati. 6 cas en provenance du Ghana. Ils transportent des réfugiés ivoiriens du fait de la crise post-électorale de 2011. De retour donc au pays, ils sont accueillis au centre pilote de Port-Bouilly. Au total, 225 personnes qui regagnent la mère patrie. Je suis très content de retrouver mon pays. On a une seule préoccupation et c'est celle que j'ai soumise au directeur de la DARA tout à l'heure. C'est celle de ce que nous soyons réintégrés. Ce retour en Côte d'Ivoire de ces réfugiés ivoiriens est l'œuvre de la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, avec l'appui du HCR au commissariat pour les réfugiés. Après des formalités, ces désormais ex-réfugiés bénéficieront de prise en charge pour leur réintégration et la scolarisation de leurs enfants. Le chef d'État s'est plusieurs fois exprimé, il disait que tous les fils du pays pouvaient rentrer. C'est déjà des actions très fortes pour encourager nos frères au retour. Au niveau de leur intégration, nous avons un certain nombre de mécanismes qui sont prévus pour leur insertion, à commencer d'abord par leurs enfants, puisqu'il y a beaucoup d'enfants en bas âge. Ils seront pris en charge par les structures que nous avons mises en place en relation avec le ministère de l'Éducation nationale. Et après, pour leur réinsertion ou insertion, parce qu'il y en a qui étaient fonctionnaires,
Tout cela, il faut travailler, mettre en place un mécanisme pour leur réinsertion. Sur 300 000 réfugiés identifiés dans les pays voisins, plus de 280 000 ont pu rentrer en Côte d'Ivoire. L'opération de rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens se poursuit jusqu'au mois de juin prochain. Le Mali est en deuil. Le pays a été visé par une attaque meurtrière menée par des djihadistes. L'attaque a visé un camp de l'armée dans la localité de Mondoro, situé dans le centre du Mali. Le dernier bilan fait état de 27 soldats tués et 33 blessés. L'armée malienne aurait finalement repris le contrôle du camp militaire. Le gouvernement malien a décrété un deuil national de 3 jours. Et durant cette période, les drapeaux seront mis en berne sur les bâtiments et édifices publics. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 approche à grands pas et la Côte d'Ivoire, qui abrite la compétition, entend réussir l'organisation. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, est donc allé voir les installations de San Pedro. C'est l'une des villes retenues pour les phases finales de cette CAN et il appelle de toute urgence au renforcement des installations hydrauliques pour une meilleure organisation, du rapport Sam Kona. Il faut le dire tout net, à San Pedro, l'eau ne coule pas suffisamment dans les robinets. Les populations éprouvent des difficultés, parfois, pour s'en procurer. C'est le cas de Joël Kofi, habitant du quartier Lac. Souvent, même, on vient d'utiliser à 2h du matin, l'eau de la nuit pour remplir la vache. Parce que l'eau vient rarement, l'eau ne s'avait même pas. Dans la cité balnéaire, le taux de couverture en eau potable est de 45%. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a l'information. Il décide de visiter les installations de traitement d'eau pour se faire une idée. Le système classique produit 400 mètres cubes heure. Nous avons ajouté des unités compactes de production qui sont les sanifutures qui sont derrière nous. C'est l'ensemble qui nous permet d'avoir les 12 000 mètres cubes jour. Bon, or, aujourd'hui, San Pedro, on a besoin d'avoir environ 20 000 mètres cubes jour pour pouvoir donner de l'eau potable aux populations sans discontinuer. Avec ce déficit, il sera difficile pour San Pedro d'abriter des matchs de la CAN 2023. Un renforcement spécial des capacités s'impose, selon le ministre de l'Hydraulique. Il faut 400 mètres cubes jour pour prendre en compte les besoins de la CAN seulement. Si on ajoute au déficit, ça veut dire que le déficit se creuse. Mais compte tenu du fait que la CAN, c'est pour bientôt, nous allons renforcer la capacité de San Pedro de manière à tenir la CAN. Lorsqu'on va sortir de la CAN, on a le temps tranquillement de dérouler notre projet de Faye, Gabiagui, San Pedro jusqu'à Abérébi. Il y a de bonnes nouvelles pour le district autonome du Bassa-Sandra. Des projets qui vont permettre de satisfaire toutes les populations en matière d'eau potable. Eh bien, on ne peut que s'en réjouir et dire merci au président de la République, merci au Premier ministre Patrick Hachi et également à leurs collaborateurs, le ministre de l'Hydraulique qui, ma foi, est un grand défenseur de la cause de l'eau. Pour ce qui est de la qualité de l'eau dans les ménages, Laurent Tchagba souligne que tout sera mis en œuvre pour la garantie. Et la Côte d'Ivoire, qui prépare la CAN 2023, accentue la lutte contre la pandémie de Covid-19. Voyons les chiffres du jour. Ce samedi 5 mars, la Côte d'Ivoire enregistre 12 nouveaux cas de Covid-19, 94 nouvelles guérisons, 0 décès. À ce jour, le pays compte 81 546 cas confirmés, 80 314 guérisons et 795 décès au total. Continuons de respecter les gestes barrières, surtout faisons-nous vacciner. Les femmes du district autonome des montagnes vivant à Yopougon mènent des activités génératrices de revenus pour accéder à une pleine autonomisation. Elles sont organisées en groupement par secteur d'activité ou association et elles parlent d'une même voix à travers une fédération dénommée Union des associations des femmes du district des montagnes et cette association vient de lancer ses activités. Théodore Zozo, Didier Nguessan, nous dit tout.
Prestations d'artistes, chants et danses des femmes de la région des montagnes à l'espace Nzrasa de Yopougon-Sable. Nous sommes au lancement du programme des activités 2022 de l'Union des associations de femmes du district autonome des montagnes. Cette fédération tient une tontine qui a distribué 12 millions de francs CFA aux adhérents en 2021. Elle commercialise également de l'huile de palme à l'étranger. Bien que la fédération présente un bilan positif, certaines de ses activités sont impactées par la COVID-19. Elle plaide alors pour un appui. Cette année, nous demandons au maire d'appuyer les femmes d'un montant de 16 500 000 francs pour les femmes impactées par le Covid-19. Des doléances bien perçues par le parrain, le premier adjoint Issoufou Koulibaly, représentant le ministre d'État Gilbert Kafana Koné, premier magistrat de la commune de Yopougon. Le ministre d'État Kafana a mis en place un fonds d'appui à l'autonomisation des femmes. Et ce fonds d'appui permet d'aider les femmes qui sont en regroupement. Nous constatons que la gestion de ce fonds est vraiment sans reproche. Ce fonds a pu permettre d'aider un maximum de femmes au niveau de la communauté Yakuba. C'est un exemple à suivre et à encourager. C'est pour cela donc que nous sommes là au nom du ministre d'État Kafana pour soutenir cette association. Une rencontre qui s'est tenue en présence des représentants de la secrétaire d'État chargée de la protection sociale et du gouverneur du district autonome des montagnes. Issoufou Koulibaly exhorte les membres de l'Union à demeurer dans l'entente et à œuvrer à la cohésion sociale. L'autonomisation passe aussi par l'alphabétisation. Justement, le département des sciences du langage de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody veut réduire le taux d'analphabétisme dans notre pays, notamment chez les femmes. Mais comment inverser au juste la courbe élevée? Une rencontre vient de se tenir pour trouver des solutions. Alexis Ouedraogo. Selon un récent rapport de l'UNESCO, 51% de la population en Côte d'Ivoire est analphabète. Les femmes représentent plus de 67% de ce chiffre. Pour la première édition de la journée carrière des étudiants en alphabétisation de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, les acteurs du secteur veulent rectifier le tir. L'alphabétisation ne se limite pas à savoir lire et écrire. Il faut apporter toutes les compétences nouvelles à ces personnes pour qu'elles puissent s'affirmer aussi bien sur le plan professionnel, sur le plan économique, sur le plan politique. Premier docteur ivoirien en alphabétisation, Jonas Sofié Kofi n'a pas manqué de saluer la politique mise en œuvre par le chef de l'État pour promouvoir l'alphabétisation. Reste aux acteurs du secteur de s'en approprier la force. Une fois qu'ils ont les savoir-faire, s'il leur appartient à eux et à eux seuls d'aller vers le travail, d'entreprendre, d'oser, d'initier, de proposer des programmes et des projets alléchants, intéressants. Et c'est évident que n'importe quel bailleur, n'importe quel financier, si vous lui présentez un projet intéressant, bien soutenu, il n'y a pas de raison qu'il ne vous accompagne pas. L'étudiant d'aujourd'hui, ce n'est pas nous. C'est en cela que j'ai parlé de la génération Z. Il faut adapter la formation à notre génération. Les étudiants en alphabétisation du département des sciences du langage de l'université Houphouët-Boigny de Cocody entendent bien contribuer à redynamiser la filière. Voilà, savoir lire, savoir écrire, que d'énormes avantages. Justement, le bibliobus de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara sillonne la région du Bélier avec à son bord 3000 ouvrages. La campagne de promotion de la lecture est une initiative de la ministre gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi. Elle veut améliorer le niveau des élèves et écoliers de cette région. Et nous dit Léon Bro. Le bibliobus de la Fondation Children of Africa à Toumoudi avec à son bord 3000 ouvrages, romans, poésie, albums, bref, littérature générale, enfantine et de jeunesse pour stimuler chez les élèves et écoliers le goût de la lecture et la réponse est sans appel. C'est la femme qui vend la pâte rouge au poulet. Toutou ne pouvait pas payer aussi comme c'était un animal. Quand les clients achetaient et puis mangeaient, ils jetaient les sachets par terre. Et Toutou a mis la tête dans le sachet. Il est resté coincé dans le sachet. Il y avait une cliente qui est venue le libérer. Alors c'est là, il dit à la femme, merci. Lire et résumer un ouvrage, l'exercice des écoliers et élèves de Toumoudi va s'étendre à ceux de Yekanou, Didiévi et Tiébissou
soit 3 mois pour promouvoir la lecture dans la région du Bélier. Cette caravane, donc saluée par les acteurs de l'école, au regard du niveau de lecture encore médiocre de nombre d'élèves et écoliers. Pour la ministre gouverneur, le développement exige un potentiel humain bien formé et cette caravane va aider à améliorer leur niveau de lecture, clé de voûte de la connaissance chez les apprenants. La nouvelle génération préfère aller sur l'ordinateur que de tenir un livre dans la main. Cela nous interpelle parce que nous nous rendons compte que nos enfants parlent de moins en moins bien et écrivent très mal. Et je pense que la modeste contribution que nous pouvons apporter justement pour corriger cela, c'est de faire venir ce bibliobus. Cela va améliorer leur façon d'écrire, cela va améliorer même leur façon de s'exprimer. Cette campagne de lecture dans le prolongement de la lutte contre les congés anticipés, l'équipement des établissements en table-banc et autres matériels didactiques par la ministre gouverneur Raymond Ogoudou Kofi pour une école citoyenne et de qualité dans le district autonome des Lacs. Il allie chansons et actions socio-éducatives. Cela fait quelques années que l'artiste coupé décalé Abou Nindal s'est engagé à œuvrer à la scolarisation des enfants, des familles démunies et à lutter contre les maux qui minent l'école ivoirienne à travers le Waratou. La caravane sillonne donc la Côte d'Ivoire pour donner le sourire à ces enfants vulnérables ainsi qu'à leurs parents. La 6e édition vient d'être lancée. Théodore Zouzou, Abou Sanogo. Prestation du parolier Bomou Mamadou et du groupe de télé-réalité 1 à 12 de RTI 1 à la salle des fêtes d'Adjamé. Nous sommes au lancement de la 6e édition du Waratour, une initiative de l'artiste Doumbia Aboubakar, connu sous le nom d'Abou Nindal. À travers son concept Va à l'école, il lutte contre les maux qui minent l'école ivoirienne. Tous engagés pour une école de mérite et de qualité est le thème de cette édition. Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a commencé un grand chantier pour redorer le blason de l'école ivoirienne. Donc le Waratou est engagé dans cette dynamique. Nous sommes inscrits dans les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Depuis 5 ans, ce sont un peu plus de 4000 kits scolaires et 2500 ordinateurs qui ont été distribués. L'artiste et Nindal Group s'engagent pour une école inclusive avec la promotion de l'excellence. Des actions sociales qui rencontrent l'adhésion des partenaires. Et le directeur général de la RTI a mis au rang de ses priorités la promotion et la qualité. Donc encourage toute initiative qui vise à l'excellence et à une occupation saine et intelligente de nos enfants. Cette volonté d'avoir une école de qualité cadre avec la vision de l'UNESCO et celle du gouvernement ivoirien qui a ouvert récemment les états généraux de l'éducation. Waratou apparaît comme une stratégie novatrice et innovante qui peut permettre de porter plus haut et plus loin le message véhiculé par le gouvernement qui est en quête d'une amélioration des prestations éducatives. Nous devons repenser l'école pour donner à chacun des armes personnelles d'abord pour son autopromotion socio-économique. Il n'est pas normal de nos jours que des enfants commencent l'école au primaire jusqu'en terminale sans toucher à un ordinateur. Nous sommes dans un monde de plus en plus basé sur le numérique. Le Waratour 2022, en plus de la sensibilisation, le combat contre les différents maux, c'est aussi le Wara compétition. Les meilleurs élèves d'Adjamé de l'année scolaire écoulée ont été récompensés. Cette caravane sillonnera plus de 10 régions en cette 6e édition. Nous sommes samedi et place à l'instant culture de ce journal. C'est reparti pour le Massa 2022. Le top départ de la 12e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan a été donné ce samedi en présence du Premier ministre Patrick Kachi. Les festivités auront lieu du 5 au 12 mars 2022. Artistes, professionnels des médias, experts de l'économie numérique, opérateurs culturels plancheront sur les industries créatives. Le défi des contenus, plusieurs pays y participeront. Voilà, le marché des arts du spectacle d'Abidjan est ouvert donc officiellement jusqu'au 12 mars prochain. Les couleurs ont été données hier vendredi dans la commune de Yopougon. L'événement a démarré par une parade dans les rues et des prestations des groupes artistiques ont eu lieu à la place Figayo. Le reportage d'Issa Tchounayo.
Ambiance des fêtes dans la commune de Yopougon. Parade dans les rues des festivaliers. Prestations de groupes traditionnels d'ici et d'ailleurs. Et concert à la place Figayo. Nous sommes à la 12e édition du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan. Le Massa toujours fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Le peuple de Yopougon est aujourd'hui réuni. Ils sont vraiment formidables. Cette cérémonie, qui a lieu en prélude à l'ouverture officielle du Massa 2022, a été l'occasion pour les personnalités de situer les enjeux de cette édition. Quelle fierté de recevoir aujourd'hui 2500 festivaliers venus de 26 pays et ce parterre de personnalités politiques qui ont bien voulu aujourd'hui faire de Yopougon la capitale de la promotion et de la valorisation des danses, des musiques et des arts de la scène de toute l'Afrique. À travers cette cérémonie d'ouverture, marquée par le spectaculaire Abidjan Danse Parade, démontre à notre jeunesse que la culture et les arts offrent des perspectives d'insertion socio-professionnelle et une carrière internationale riche. Merci au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui a su et qui a compris que la culture est un pilier de la cohésion sociale, est un pilier pour la paix et surtout est un pilier pour l'économie nationale. Tous les acteurs de la culture, que ce soit les chefferies, que ce soit nos danses patrimoniales, que tout ce monde puisse vivre convenablement de son art et de ses compétences artistiques. C'est gratuit pour tous les sites parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire l'a voulu. Le Massa 12 s'ouvre officiellement ce samedi 5 mars pour une semaine de fête de la culture africaine à Abidjan. Euphrasie Kwasi-Yao, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre, a fait son entrée dans la grande famille des écrivains avec son œuvre « Le secret d'une aventure », celle qu'on n'attendait pas au sommet. Le livre a été dédicacé récemment. La résilience, l'amour, la spiritualité, la combativité, la persévérance sont entre autres les valeurs que l'auteur met en exergue dans cette œuvre. Serge Pacom Didi, son reportage est commenté pour vous par Sephora Ziki. Euphrasie Kwasi-Yao, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre, intègre le monde des écrivains. Cela avec la sortie de son tout premier livre, Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet, une œuvre autobiographique dans laquelle l'auteur retrace des moments forts de sa vie. Une histoire marquée par une enfance quelque peu tumultueuse avec le décès de sa mère alors qu'elle n'était âgée que de 2 ans. Une œuvre, un parcours inspirant d'une femme qui, grâce à sa détermination, son abnégation au travail réussi, a déjoué tous les pronostics. Titulaire de la chaire UNESCO en 2006, d'enseignante de lycée et collège, elle est nommée au poste de ministre en 2016. J'ai vécu une enfance difficile. Je voudrais qu'à travers cette enfance difficile, les gens sachent que je ne suis pas née avec une cuillère dorée à la bouche. Je me suis battue, j'ai fait confiance. J'ai choisi de vivre dans la joie malgré mon statut d'orpheline. J'ai choisi de faire le meilleur, de transformer mes défis en opportunités. Un parterre de personnalités soutient cette nouvelle casquette d'écrivaine de Euphrasie-Yao et les valeurs de résilience, d'amour et de spiritualité qu'elle met en exergue dans son œuvre. Aujourd'hui, il s'agit de ma jeune sœur, Madame la ministre Euphrasie Kwasi-Yao. Donc je ne vais pas m'attarder sur ma vie. Mais je voudrais dire à chacune ici présente que nous sommes nombreuses qu'on n'attendait pas au sommet. Nous sommes nombreuses à être parties de zéro pour être là où nous sommes. Tout le monde sait toute la considération que le président Ouattara accorde à la question du genre, mais surtout à la femme. Toute excellence se nourrit de références.
c'est à travers le repère qu'on a le chemin. Donc c'est avec le chemin qu'on a le cheminement. Achetez l'œuvre de la ministre Efrazi Yao et lisez-la. Et quand vous lirez l'œuvre, vous en tirerez bien évidemment quelque chose de meilleur. Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet, une exhortation à la persévérance, à la combativité pour atteindre le sommet. Et pour atteindre le sommet, une œuvre à lire absolument. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Alors, je vous retrouve avec plaisir, Fatoumata Kandé. Vous avez choisi la Côte d'Ivoire, notre pays, pour la promotion de votre film « Vivre pour t'aimer ». Il y a bien sûr une raison à cela. Donnez-nous donc les raisons du choix de la Côte d'Ivoire. Déjà, je tiens à préciser que la Côte d'Ivoire est carrément la plaque tournante en ce qui concerne le showbiz et la cinématographie en général en Afrique, après le Burkina et tout. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est un honneur de me retrouver ici. Et en plus, la nature du film, je souhaiterais aussi faire découvrir le cinéma guinéen au public ivoirien, au public africain en général. Et comme tout se passe ici, j'ai décidé de commencer par ici. Voilà, ouais, justement, vous voulez conquérir le cœur du public ivoirien. Oui. Nous allons donc suivre un résumé de votre film avec notre reporter Jean-Marc Gagui, et notre reporter va nous faire le résumé et on en discute tout à l'heure. D'accord. Vivre pour t'aimer est le deuxième long métrage de Kandé Fatoumata, jeune réalisatrice, actrice, productrice, scénariste guinéenne. Ce film a bénéficié de la participation de 12 acteurs. Sorti en février 2022 en Guinée, ce long métrage de 1h40 relate une histoire d'amour entre un handicapé atteint d'un cancer et une jeune aide-soignante rapatriée de l'Europe. Les deux tourtereaux braveront de nombreux obstacles afin de vivre un amour indescriptible. L'acceptation de soi, aimer les autres sont des valeurs que met en exergue cette œuvre filmographique. Diplômé d'une licence en business international, droit des affaires et gestion d'entreprise de l'Université métropolitaine de Londres, cette jeune réalisatrice est une grande passionnée du cinéma depuis son jeune âge. Après Légitime Défense, sorti en 2019, Kandé Fatoumata sort Vivre pour t'aimer, en projection depuis ce 4 mars à Abidjan. Voilà, le film a été projeté hier, ça a été résumé pour nous par Serge Pacom Didi et Issa Chonan-Yeo. Alors vous avez écrit, réalisé, produit ce film dans lequel vous jouez le rôle principal, on vous a vu tout à l'heure. Dites-nous d'où vous est venue l'idée d'écrire un tel scénario. L'idée de une histoire que vous avez vécue vous-même personnellement? Bon, une histoire qui est très proche de moi, je peux dire ça. Cette histoire, c'est un peu le résumé de certaines émotions que j'ai eu à vivre. Je préfère utiliser le mot émotion parce que dans l'écriture de ce, je vais utiliser le mot chef-d'œuvre si je peux me permettre. J'ai eu à appliquer une histoire qui m'avait beaucoup touchée, qui m'avait beaucoup bouleversée en quelque sorte. Si je peux me permettre de raconter la petite histoire, je suis agent administratif de santé à Londres après mes études et du coup, je travaille à l'hôpital. Donc, j'ai fait la rencontre d'un malade, un malade très difficile, un malade qui avait vraiment, vraiment du mal à s'adapter à sa condition et à amener les autres à l'accepter tel qu'il est. Donc, c'est un peu l'histoire de ce malade qui, par finir, n'avait de considération que pour moi. Oui, c'était un malade aveugle et qui avait perdu aussi l'usage de ses jambes et qui était dans un fauteuil roulant électrique. C'est un peu là où l'idée de l'écriture de ce scénario m'est venue en tête. Et avec ce malade, j'ai réussi à vraiment développer une certaine amitié, vraiment, qui a époustouflé tout le monde dans le département, au fait. Pour quelqu'un qui avait du mal à s'adapter et à même parler à d'autres aides-soignantes qui étaient là, à d'autres médecins et tout, que je sois cette personne-là qui... Et comment est-ce que vous êtes arrivé à vous approcher de lui, à vous rapprocher de lui? Je pense que c'est... Qu'est-ce qui l'a attiré vers vous? Parfois, je dis, moi, au fait, ce jour-là, j'étais en train de relever, au fait, toutes les informations le concernant. Donc, j'étais en congé, je viens le voir avec ma petite tablette. Je le vois, je l'adresse la parole, il me regarde de façon très bizarre et après, il me dit, je vais bien.
parce que je lui ai demandé s'il allait bien. Et du coup, il m'a donné toutes les informations. Et après ça, je pense que c'était la volonté de Dieu. Et naturellement, parce que vous l'avez accepté tel qu'il était. Tel qu'il était. Et moi, je le traitais comme il était. Hein. Je ne donnais pas de traitement particulier. Alors donc, vous rapportez une histoire d'amour entre un riche souffrant de handicap et de cancer et une aide-soignante rapatriée de Londres où elle vivait. Alors, dites-nous, quel est donc le message que vous voulez véhiculer aux cinéphiles à travers ce film? Au fait, à travers ce film, qu'est-ce que je cherche à véhiculer? Je souhaiterais faire comprendre aux gens qu'il faut s'accepter soi-même d'abord, avant d'amener les autres à nous accepter. Et que nos différences ne font pas de nous des êtres humains en moins. Au fait, nous devons apprendre à nous aimer, à nous accepter et à aimer les autres comme nous souhaiterons vraiment être aimés. C'est le message que je souhaite passer. Et surtout, amener les autres à accepter la situation des handicapés. Exactement. Ok. Alors, le financement d'un film reste le casse-tête des réalisateurs pour la plupart du temps. Oui. Dites-nous le coût de votre production, Vivre pour t'aimer. C'est pas un secret, on peut quand même le dévoiler. C'est pas un secret. Le coût, je l'ai estimé à... Comment est-ce que vous l'avez financé? C'est une autoproduction. Oui, c'est carrément une autoproduction. C'est un film que j'ai financé moi-même. Approximativement, je peux estimer le coût à $35 000. Approximativement. En francs CFA, ça nous coûte OK. Le franc CFA, je ne connais pas. On va laisser les mathématiciens calculer. Exactement. Et vous l'avez financé vous-même? Je l'ai financé moi-même. Et pourquoi? Je tiens à préciser quelque chose. Vous savez, quand on donne la somme, on a l'impression que oui, peut-être elle a beaucoup d'argent, elle a eu cette somme-là globalement et puis elle a investi. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Sachant un peu ce que ça devait me coûter, j'étais très consciente de cela. Donc, mon investissement venait à petits pas, au fait. Depuis, sur une période d'une année, j'avais commencé déjà à travailler sur le projet, j'avais fini l'écriture et je savais que j'avais besoin de financement pour continuer. Donc, j'ai dû carrément me sévrer pour pouvoir réaliser ce film. C'est-à-dire, sur une année, j'ai passé toute une année à économiser et mon salaire du bureau et tout. C'est-à-dire, même quand quelqu'un venait me donner de l'argent tout à l'heure, bon, quand et voici, ça c'est pour toi, je disais, OK, je le mets en banque parce que je souhaitais réaliser. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas cherché, par exemple, on a essayé. Vous n'êtes pas tourné vers les banques et ça n'a pas marché? On a essayé de trouver des sponsors, on a essayé de trouver des accompagnements, mais ça n'a pas marché. Et donc, du coup, déjà avec mon premier film, Légitime Défense, ça a été très dur. Donc, je me suis dit, j'étais très consciente Et il y a un autre aspect, il fallait que j'arrive à faire mes preuves. Parce que le cinéma guinéen, aujourd'hui, les gens ont une certaine visibilité du cinéma guinéen que moi, je n'apprécie pas trop. Je souhaiterais montrer aux gens... Au fait, quand on parle du cinéma guinéen, les gens sont même surpris. Aujourd'hui, les gens sont surpris de voir que nous avons la capacité de sortir des images comme ça. Donc, pour moi, pour vraiment pouvoir amener les gens à m'accompagner et à réaliser vraiment que nous sommes en train de faire du sérieux et que ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment rentable, il fallait que moi-même déjà, je décide de mettre la main à la pâte, c'est-à-dire que je prouve ce dont je suis capable pour pouvoir, après, je pense que prochainement, si j'approche des sponsors ou des partenaires, je pense qu'ils pourront avoir confiance. Ce film vous a coûté, je pense, 17 millions de francs CFA. Wow. Voilà. Alors, Vivre pour t'aimer n'a pas été facile quand on vous écoute à réaliser, problème de financement, mais vous êtes sévré, comme vous l'avez dit, vous avez économisé votre argent, votre salaire. Alors, problème technique également. Comment avez-vous réussi surtout à surmonter ces problèmes techniques? Au moins en une minute, on peut rapporter. Hein? Oui. Ou inspirer d'autres femmes qui aimeraient faire comme vous. Ça a été très difficile. Il ne faut pas que je monte. Mais vous savez, quand vous avez la volonté de faire quelque chose, vous y allez. Initialement, le film, là, quand nous l'avons tourné pour la première fois dans toute son intégralité, nous l'avons perdu à cause de certains problèmes techniques. Et ce qui est bien aujourd'hui avec ça, c'est que nous avons réussi à apprendre de nos erreurs. Aujourd'hui, moi, c'est vrai que je ne suis pas vraiment à la technique. Je suis plus réalisatrice, productrice, actrice et scénariste. Mais en ce qui concerne aujourd'hui la technique, ça m'a permis vraiment de développer ma façon de voir les choses, mon niveau de compréhension au côté technique. Et je sais que prochainement, ces erreurs-là ne se répéteront pas. Vous avez appris de vos erreurs. Donc, vous vous êtes rapproché, pourquoi pas, des meilleurs techniciens pour avoir une belle production. Oui. Vous êtes femme. Vous savez que le 8 mars, c'est bientôt. Oui. Et vous êtes passionnée des cinémas et d'audiovisuel. Dites-nous, comment vous vous imposez dans ce secteur du cinéma en tant qu'actrice, scénariste, productrice, réalisatrice?
Ah là, la liste est longue. Est-ce facile pour une femme? Dites-nous d'occuper ce terrain. C'est pas du tout facile, mais c'est un plaisir pour moi de le faire. Au fait, c'est une passion. Quand on me demande d'où est venu le déclic, j'ai même du mal à trouver exactement où, parce que je me dis, j'ai l'impression que je suis née pour faire ça. Et en tant que femme aujourd'hui, c'est une fierté pour nous, parce que les gens avaient tendance à penser que c'était un domaine réservé aux hommes. Et toutes ces casquettes que vous venez de citer là, très généralement, on avait l'habitude de voir que des hommes au niveau de ces différents postes. Mais aujourd'hui, en tant que femme, jeune dame en plus, c'est pour moi un honneur, un plaisir. Vraiment de pouvoir exercer. Et vous vous battez si bien. Merci. Alors, c'est un film 100% guinéen, les acteurs sont guinéens. Oui. Alors, quelle est votre ambition pour le 7e art guinéen? C'est de faire de la Guinée la plaque tournante du cinéma africain. Et vous vivez à Londres? Vous exercez, vous l'avez dit, oui. Comme agent administratif de santé. Alors, dites-nous, peut-on vraiment vivre de son métier de cinéaste, puisque vous êtes en quoi agent administratif? Oui, on peut vivre. Aujourd'hui, vous savez, avec le premier film, la rentabilité n'a pas été en tant que telle. Mais avec Vivre pour t'aimer, c'est carrément là. Je le sens venir. Aujourd'hui, nous avons réussi à faire les grandes salles de cinéma. Nous sommes encore dans les salles de cinéma. Ça en dit beaucoup et la rentabilité vient. Vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, en Guinée, c'est ce que je répète à longueur de journée. C'est vrai, c'est bien beau. Vivre de son art, c'est quelque chose. Mais d'abord, nous devons d'abord faire vivre l'art pour pouvoir vivre de son art. Wow. Et je souhaiterais vraiment que toute personne évoluant dans le domaine artistique comprenne ça d'abord. Et vous avez été élue Miss Guinée, je vais dévoiler ce secret, hein, Miss Guinée en 2010. Vous alliez beauté et intelligence. Alors, à quelques jours du 8 mars, où l'on va célébrer la journée des droits des femmes, quel message vous pouvez rapporter à toutes ces femmes qui vous regardent et qui aimeraient être grandes cinéastes, grandes scénaristes, grandes productrices, grandes réalisatrices? En tant que femme, je souhaiterais vous dire que vous avez l'habilité de faire tout ce que vous voulez. Rien ne doit vous arrêter et rien ne peut vous arrêter. Vous pouvez être ce que vous voulez, quand vous voulez et comme vous le voulez. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci Fatoumata Kandé d'avoir été notre invitée de la page culture. Vous êtes encore en Côte d'Ivoire? Oui, je suis encore en Côte d'Ivoire. Et je souhaiterais, avec votre permission bien sûr, remercier un très grand ami qui est aussi ivoirien, qui, grâce à lui, aujourd'hui, nous arrivons à nous épanouir ici à Abidjan à travers la projection de ce film. C'est monsieur Alexandre Tony Yao. C'est très important pour moi pour que je lui dise merci. Et merci nous allons vivre pour t'aimer, Fatoumata Kandé. On va aimer ce film. Faites un tour dans nos salles. Merci beaucoup. Clap de fin donc de notre interview. C'est comme ça qu'on dit? Oui, clap de fin. C'est mon clap de fin. Bon séjour donc en Côte d'Ivoire. Merci. Et excellente promotion de votre film Vivre pour t'aimer qui a conquis. Moi, ça a conquis mon cœur. Je l'espère aussi pour tous ces téléspectateurs et qui nous regardent. Comme vous l'avez dit, on les invite dans les salles. Le 7e art guinéen se relance donc, vous l'avez compris. Vive la culture africaine. Les acteurs sont en action. Le cinéma en Afrique a de beaux jours devant lui. La relève est assurée. Et on continuera de dire, allez moteur, ça tourne. Action. Action. Ça ne s'arrête pas. Le cinéma est en marche. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. À demain 20h avec le même plaisir.